salle comble ou presque. Merci beaucoup d'être là pour, je crois, cette 36e édition de nos séminaires Lunch and Learn de la chaire Philanthropie. Ça passe vite. Donc je suis Arthur Gauthier. Je vais faire une très rapide introduction du sujet, et puis après je laisserai nos deux invités parler, vous exposer leur présentation. Un point logistique avant de commencer sur le fond. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait, je crois, ce déjeuner zéro déchet. Donc à la fin de la session, s'il vous plaît, ramenez vos affaires. On a une table de tri à l'issue de la salle, sur les tables juste là. On est aussi en train de filmer cette présentation. Alors c'est surtout les présentatrices qui seront filmées. Voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, dites-nous à la fin, mais normalement ça sera surtout projeté par ici. On aura donc du temps aussi pour les questions. On va parler du livre vers une philanthropie stratégique, juste pour vous dire que le livre est à la vente. Si vous le souhaitez, à la fin du séminaire, on a un libraire qui est là et qu'on remercie, qui pourra proposer l'ouvrage si vous souhaitez aller plus loin. J'enchaîne donc avec le sujet du jour. Vers une philanthropie stratégique, c'est le titre du livre qu'on a sorti en janvier avec Anne-Claire et Peter Fromkin, notre collègue américain. Dans ce livre, on donnera les grandes lignes. On donne un certain nombre d'exemples pratiques de la manière dont les fondations peuvent penser leur stratégie. Puisque c'est vrai qu'on est dans une business school et la stratégie c'est un sujet majeur, mais on en parle surtout pour l'appliquer aux grandes entreprises. Il n'y avait quasiment rien en fait avant le bouquin de Peter qu'on a traduit et adapté sur la stratégie appliquée à la philanthropie et aux fondations notamment. Donc on est très content aujourd'hui d'avoir à la fois le regard d'Anne-Claire, donc Claire Page, qui est professeur à l'ESSEC, qui est le co-auteur du livre, et qui viendra en fait vous exposer la thèse principale de l'ouvrage, les 5 grandes questions à se poser sur la philanthropie dans une démarche stratégique. Et puis Marie-Stéphane Maradex, qui dirige la fondation Daniel et Nina Carasso, fondation qui fête ses 10 ans cette année, et qui a accepté de se prêter au jeu, de en fait parler de la manière dont la fondation a initié sa stratégie et aussi l'a fait évoluer, puisque Marie-Stéphane et la fondation ont engagé une démarche de réflexion sur l'évolution de la stratégie de la fondation. Ce sera intéressant d'avoir la théorie et la pratique avec nos deux intervenantes, qui vont, je crois, intervenir à 2 voix. Et donc on aura du temps pour le débat et les questions à la fin, je crois, de leur présentation. Merci à tous. Bon séminaire. Les prémices du livre remontent aux années 2000, vraiment l'année même 99, quand j'étais à l'époque étudiante à Harvard et que je rencontre Peter Fromkin qui était prof là-bas et qui enseignait un cours sur the not-for-profit sector aux États-Unis. Et donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance, que j'ai gardé contact avec lui, et quand en 2011 avec Arthur on lance la chaire philanthropie, assez naturellement j'ai repris contact avec lui, d'autant plus que lui en 2010 avait écrit cet ouvrage The Essence of Strategic Giving, qui dans le contexte américain est apparu en 2010 comme voilà, un des ouvrages de référence sur la thématique de comment donner de manière stratégique. Les premiers échanges qu'on a eus avec Peter Fromkin étaient plutôt autour de l'idée de réécrire un ouvrage complètement nouveau sur la stratégie philanthropique en Europe. Et on a passé un peu de temps à mener des entretiens, à explorer l'opportunité de développer un ouvrage totalement nouveau. Et puis, au fur et à mesure des réflexions, on s'est rendu compte que ces questions de comment donner, comment bien donner, comment donner en maximisant son impact social, était finalement une réflexion relativement universelle à adapter évidemment au contexte dans lequel cette question se pose. Et donc plutôt que de réécrire complètement un nouvel ouvrage sur la stratégie de la philanthropie en Europe, on s'est dit adaptons l'ouvrage de Peter, reprenons les éléments centraux du modèle que je vais vous présenter, qui était vraiment le modèle développé par Peter Fromkin, mais adaptons-le
au contexte français, à la fois évidemment au travers d'exemples qui illustrent le modèle qui soit français ou francophone. Ils sont essentiellement français. On a gardé quelques exemples américains. Et puis on a évidemment modifié tout le contenu qui était soit d'un point de vue culturel, soit d'un point de vue réglementaire, très américain. Et donc on a vraiment fait un gros exercice donc avec Arthur de réécriture du contenu pour tout ce qui n'était pas purement conceptuel autour de la réflexion sur la stratégie. Et c'est ce qui a du coup donné cet ouvrage qui vient de sortir chez Odile Jacob, Vers une philanthropie stratégique. Arthur en a dit 2 mots, mais l'idée vraiment est de pouvoir accompagner le secteur philanthropique en France autour d'une réflexion sur, à partir du moment où j'ai décidé de donner des fonds privés au service de l'intérêt général, comment dois-je réfléchir pour que ces fonds soient utilisés de la manière la plus efficace, efficiente et impactante possible. Pendant longtemps, dans le contexte français, on a considéré que tout don est intrinsèquement positif. Parce que donner, c'est un acte généreux, c'est un acte altruiste, et donc à partir du moment où on donne, certains ont pu considérer que n'importe quel don fait du bien. Tous ceux qui travaillent dans le secteur savent aujourd'hui que certains dons font du bien, et puis certains dons peuvent, souvent de manière involontaire, moins de bien que prévu, voire parfois peuvent faire du mal. Et donc l'idée de ce livre, c'est d'accompagner toute personne en position de réfléchir à donner, donc que ce soit des philanthropes eux-mêmes, que ce soit des professionnels de la philanthropie, et puis ça peut intéresser aussi tous ceux qui travaillent avec les philanthropes et qui veulent comprendre comment ils fonctionnent. Donc cet ouvrage vise vraiment à accompagner la réflexion autour de, si j'ai décidé de donner, quel est le bon cadre de réflexion qui me permet de donner aussi efficacement que possible. L'idée vraiment étant de dire, on a considéré malheureusement pour faire la guerre que la question de la stratégie était essentielle. On a considéré que pour maximiser son profit, la question de la stratégie était essentielle. La proposition ici, elle est de dire, quand on veut donner et bien donner, la question de la stratégie peut aussi être essentielle. Concrètement, la proposition, et là encore une fois, c'est vraiment le modèle qui est développé par Peter Fromkin, donc qui n'est pas une invention de notre part, mais bien un partage et puis une adaptation à un contexte. Le principe général, il est de dire, en fait, il y a 5 grandes catégories de questions à se poser quand on veut donner et bien donner, et qu'il n'y a pas une seule et bonne manière de bien donner, il y en a de multiples, mais qui impliquent qu'on ait d'abord réfléchi à l'ensemble de ces 5 questions et qu'on ait apporté des réponses à ces 5 questions qui soient cohérentes entre elles. Peter Fromkin dit aligné, en anglais c'est le terme de fit. Nous, on utilise surtout le terme de cohérence pour évoquer la nécessité que sur ces 5 grandes questions, on apporte des réponses qui fassent sens. Ce que je vous propose, du coup, et ce qu'on va faire, c'est de dérouler chacune de ces grandes dimensions constitutives d'une réflexion stratégique, et puis qu'on le fasse à 2 voix avec l'illustration. Je vais peut-être me décaler là pour que Marie-Stéphane puisse être plus au centre. Alors, première question que je vous propose de détailler ici, la question du véhicule. Une micro-note qui est qu'on commence là maintenant avec le véhicule. Le principe de ce modèle est de dire qu'en fait on peut y rentrer par n'importe laquelle des questions. Il n'y a pas la première question, puis la deuxième, puis la troisième, et il faut se les poser les unes successivement, après les autres successivement. On est dans un processus qui peut commencer par n'importe quel bout, qui est éminemment itératif, donc il s'agit bien évidemment de pouvoir faire des allers-retours entre les sujets. Pour la Fondation Daniel Inena Carasso, il se trouve que le véhicule a été la porte d'entrée, et Marie-Stéphane va nous expliquer pourquoi, donc je vais vous en dire 2 mots. La question du coup du véhicule, elle est pour le philanthrope de se poser la question de quel est finalement le bon outil, le bon véhicule à utiliser
pour pouvoir mettre en œuvre ma philanthropie. Il est vrai que le prisme, là, il est plutôt d'une réflexion pour des philanthropes qui ont des sommes suffisamment conséquentes à donner que cette question du véhicule se pose. Maintenant, on peut aussi parfois choisir et répondre à cette question au travers de la réponse « je n'ai pas besoin d'un véhicule » et je peux finalement voilà, faire les choses de manière spontanée en tant qu'individu ou je peux m'appuyer sur des véhicules autres existants. La réflexion autour du véhicule, finalement, elle engage deux types de questions. Elle est, est-ce que, au travers des ressources que je veux mettre à disposition, je veux directement agir concrètement, auquel cas je vais être dans une réflexion autour de la création d'un véhicule plutôt opérateur, versus est-ce que je veux distribuer mon argent à des acteurs associatifs notamment, généralement c'est ça, qui eux vont mettre en œuvre les activités. Et donc on est vraiment sur cette question de quelle est la formalisation et quelle est la structure que je veux donner à ma philanthropie, avec voilà, les débats entre est-ce que je veux faire moi-même ou est-ce que je veux donner les ressources à d'autres pour faire. Et avec voilà, du coup les enjeux autour de est-ce que je crée une équipe philanthropique propre, je crée mon propre outil, ou est-ce que aussi je m'abrite, et là ça a été aussi, c'est une réflexion qu'a amenée la Fondation Carasso, est-ce que je m'abrite dans un outil existant. Marie-Stéphane, peut-être que tu peux nous expliquer comment vous avez cheminé sur ce thème-là. Alors bonjour à toutes et tous, merci à la chaire de m'avoir invité à ce Lunch and Learn et merci d'être si nombreux. Ce que je voudrais dire en préalable, c'est que j'ai fait cet exercice finalement a posteriori. C'est-à-dire que moi, quand on a démarré la fondation, alors déjà les Namias avant même que je sois recrutée, et puis quand je suis arrivée, bon, le bouquin de Fromkin existait, moi j'en ai pris connaissance un petit peu après, et je ne me suis pas du tout appuyée sur ce cadre logique. Ceci étant dit, et vous allez le voir dans le déroulé, ce ne sont que des questions de bon sens qui simplement sont mises en cohérence pour faire un tout, et finalement en revenant à l'exercice a posteriori, je me suis dit ouf, je me suis posé à peu près les bonnes questions, pas forcément dans le même ordre, mais voilà. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans un autre cercle, il se trouve qu'en revanche, je me suis inspirée d'autres cadres d'analyse, en particulier, je cite toujours, parce qu'il a vraiment été très utile, qui était un cadre qui a été fait par, je perds mon micro, qui avait été fait par l'OCDE, le groupe de fondations internationales de l'OCDE, à partir de cas concrets de fondations membres de ce groupe. Et c'est vrai que ça avait été assez utile. Et finalement, les questions de ce cadre sont des questions qui ne sont pas ordonnancées en 5 chapitres, mais qui se retrouvent. C'est une fondation familiale qui a été créée en mémoire donc, de Daniel Carasso, qui est le fondateur de Danone en France, et de son épouse. Donc c'est leur unique héritière, Marina Namias, qui a décidé de créer cette fondation. On va y revenir après le pourquoi du comment. Au jour d'aujourd'hui, on a deux axes qui sont les deux axes, on en reparlera dans le cadre logique, donc l'alimentation durable et l'art citoyen d'autre part. Et puis un troisième axe dont on ne fait pas de publicité, mais qui est le développement de la philanthropie, de notre soutien à la chaire. Et on a, alors pour vous donner un ordre de grandeur, donc on a une capitalisation d'à peu près 480 millions d'euros et on a un budget, alors j'aime pas dire on distribue parce qu'on a pas mal fait évoluer notre modèle de distribution de fonds, donc on a aussi de l'argent qu'on a au titre de la mission sociale et pas des subventions directes. Donc on a un budget en tous les cas global pour cette année de 17 millions d'euros. Voilà. Ça vous donne et on a soutenu, alors j'ai fait les comptes pour on a soutenu depuis 2010 plus de 1100, enfin on avait plus de 1100 engagements, puisque vous savez qu'on peut avoir plus d'engagements, et pour un total d'un peu pas loin de 81 millions d'euros. Voilà, ça donne quelques chiffres depuis 10 ans. Alors, le véhicule. Alors effectivement, j'ai décidé parce qu'il fallait bien partir quelque part, de partir du véhicule, puisque finalement il a conditionné pas mal de choses. Alors c'est vrai que forcément il y a l'intention première. Pourquoi Marina et alors Dominique arrive, mais tu arrives au moment, puisque c'est elle qui était là. Moi je n'étais pas là quand tout s'est passé. Donc surtout Dominique, tu n'hésiteras pas à me contredire ou à compléter mon propos. Donc avant le véhicule, évidemment, il y avait quand même l'intention, et cette intention, elle était née, on va dire, de deux choses. D'une part, de quand même la tradition de philanthrope de Daniel Carasso, mais qui était un philanthrope, on va dire, un peu à l'ancienne.
c'est-à-dire un peu la philanthropie, je dirais, du carnet de chèques, on dirait un peu aujourd'hui, mais néanmoins réelle, on va dire dans les arts, dans la solidarité, etc. L'Institut Pasteur, parce qu'il y a une longue histoire de Carasso avec l'Institut Pasteur. Et donc ça, c'était la première raison. Et puis que Daniel Carasso avait dit, bon, il est mort après de 100 ans, et il avait dit à 90 ans qu'il aurait bien aimé organiser sa philanthropie avec une fondation, mais qu'il était trop vieux pour le faire. Et puis la deuxième raison, on va dire, c'était aussi de faire finalement aussi un projet de famille. Finalement, puisque souvent les fondations familiales, c'est une décision de famille et que ça soude dans des moments toujours un petit peu douloureux, on va dire. Voilà. Donc, le véhicule, pourquoi? Parce qu'effectivement, les Carasso Namias ont fait le choix de passer à la Fondation Trans. Peut-être qu'on pourrait juste passer le premier. Et que, non, voilà, après, voilà. Et que finalement, on est contraint, enfin, en tout cas, les Carasso Namias étaient contraints par tout simplement le droit des Français des successions. Alors tu me corrigeras encore si je me trompe, Dominique, mais je crois qu'on a 6 mois, à partir du moment où quelqu'un décède et souhaite avoir un projet philanthropique, on a 6 mois finalement pour établir ça. 6 mois, c'est pas beaucoup quand vous perdez un être cher pour organiser tout ça. En plus, on était quand même sur des montants, vous l'avez compris, assez conséquents. Et donc je pense que la Fondation de France avait à la fois cette double expertise, une expertise technique, juridique, et puis une expertise de la philanthropie, puisque je crois que Marina m'a souvent dit plusieurs fois qu'elle se considérait comme une apprentie philanthrope, et que finalement, aller à la Fondation de France, c'était trouver à la fois une expertise technique juridique dans ce cadre très contraint, et puis une expertise de qu'est-ce que c'est qu'un projet philanthropique. Donc on va dire que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de démarrer par le véhicule, puisque finalement il y avait cette contrainte qui a fait, alors ça part d'un choix certes, hein, le choix déjà de l'intention philanthropique et de vouloir se placer sous égide, mais c'est un peu par ça finalement que les Carasso Namias ont démarré, même si effectivement on pourrait d'abord démarrer par le contenu avant le contenant, mais bon là en l'occurrence il y avait cette contrainte aussi. Dès le départ, dans le choix qui a été fait du sous-égide, la Fondation de France, parmi les multiples choses qu'il a regardées, c'est l'horizon temporel. Alors c'est vrai que c'est un autre sujet, mais c'était quand même lié, on va dire, au véhicule, de savoir si c'était un véhicule qui allait être pérenne, une fondation à dotation pérenne ou de flux. Et le choix qui a été fait et qui... Parce que vous l'aurez compris quand même dans ce cadre-là, on ne peut pas saucissonner, il y a beaucoup de choses qui sont un peu poreux. Donc ce que je vais vous dire finalement cocherait aussi la case du style des fondateurs, c'est-à-dire que le choix que la famille a fait, c'est d'avoir un horizon non pérenne. Je ne vais pas dire limité pour autant, parce qu'ils n'ont pas mis une échéance en disant dans 30 ans on ferme tout, mais en disant on ne veut pas engager finalement le poids de cette fondation, qui est quand même un gros poids, au-delà du premier cercle, c'est-à-dire les parents, donc Marina et son époux, et leurs 4 enfants, qui, donc à l'époque, c'était le plus jeune devait avoir à peine 30 ans, et jusqu'à 40, aujourd'hui ils ont un petit peu entre 50 et 40, en disant on ne veut pas que la responsabilité aille au-delà. Si les générations suivantes veulent s'impliquer, ben, tant mieux pour elles, etc. Mais, voilà. Et donc du coup, ça a eu un impact, un second impact, qui est qu'effectivement, en termes budgétaires, on peut se permettre de dépenser plus que ce que nous rapporte le portefeuille. Voilà, c'est le cadre. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres sujets, mais en tout cas, en termes de choix de véhicule. Alors peut-être, franchement, comme Dominique, tu étais à l'origine de la chose, est-ce qu'il y aurait des choses... Hein? Donc Dominique, directrice du mécénat de la Fondation de France. C'est elle qui a monté le dossier, donc elle est plus experte. Oui, c'est moi, Dominique, qui avons reçu avec Francis. Hein, c'est moi aussi, et je pense qu'effectivement, ils ont choisi la Fondation de France parce qu'ils se sentaient accompagnés, quoi. Voilà. Parce que l'autre option aurait été de créer directement une fondation reconnue d'utilité publique. Oui, mais c'était toujours assez compliqué à faire quand on est dans les 6 mois. Puisqu'en fait, on est exonéré d'impôts. Le dispositif, c'est que si on décide dans les 6 mois de dériver une partie de son héritage vers la création d'une fondation, sur cette partie-là, on est exonéré d'impôts. Donc il y a 6 mois pour se décider pour faire la chose. Alors, effectivement, créer une fondation reconnue d'utilité publique en 6 mois, c'est possible, mais disons que c'est un peu plus compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué. Avec une complexité que c'était en France et en Espagne. Oui, tu as raison. Je dis pas, Oui, il y avait de la technicité dans le dossier. dossier. Voilà, on va dire qu'il y avait une certaine technicité à avoir pour pouvoir traiter le dossier. C'est vrai.
Donc là, on a voilà, exploré la question, finalement, quel véhicule pour un projet philanthropique. La deuxième question qu'on aborde ici, Marie-Stéphane l'a évoquée, c'est souvent aussi par une des clés d'entrée vers la philanthropie, c'est il y a une cause qui me tient à cœur, il y a quelque chose, voilà, un impact que j'ai envie d'avoir sur la société, et c'est ce qu'on appelle ici la question de la valeur. Donc la question de la valeur, elle est vraiment, elle accompagne la réflexion autour de quel est l'effet que j'ai envie d'avoir pour moi et pour le monde au travers de ma philanthropie. Avec une tension qui est très intéressante entre quels sont mes intérêts à moi, intérêts au sens de centre d'intérêt, préoccupations, sujets voilà, auxquels j'ai envie de contribuer, versus l'intérêt général, c'est-à-dire les besoins de la société et voilà, la dimension d'impact social que je veux créer. C'était très intéressant, on a passé pas mal de temps avec Arthur à discuter de ce sujet-là quand on adaptait. Dans le contexte américain, la dimension de l'intérêt personnel du fondateur et l'importance de reconnaître la place de cet intérêt individuel et de sa légitimité dans le contexte de la réflexion philanthropique est probablement beaucoup plus fort qu'il ne l'est dans le contexte français où on a voilà, une propension plus grande dans le cadre de l'action philanthropique de mettre en avant la dimension d'intérêt général et la prédominance de l'intérêt général sur les intérêts personnels. Dans une société américaine qui donne une large place à l'individualisme, c'était intéressant de découvrir au travers de l'adaptation combien Peter Fromkin dans l'ouvrage, lui, voilà, reconnaissait toute la place, la puissance et la légitimité finalement des intérêts individuels dans le cadre de ce projet-là. Ce qui est proposé et ce avec quoi in fine on adhère, c'est bien l'idée de dire qu'il faut arriver à trouver finalement le bon équilibre entre les deux. Et que si on n'est que du côté de l'intérêt individuel, on n'est plus dans de la philanthropie. En revanche, c'était aussi intéressant pour nous de prendre la mesure, et ce sur quoi Peter Fromkin, sans envie, sans moteur lié à des valeurs, à une histoire, à un contexte d'un individu donné, il n'y a pas non plus de philanthropie, parce qu'il n'y a pas de don, et donc la question de l'intérêt général ne se pose même pas. Et donc la question, elle est bien du coup de mettre en regard quels sont les sujets auxquels je tiens, quelles sont les causes qui me tiennent à cœur, quel est voilà, le contexte parfois douloureux, parfois plus heureux, la revente d'une entreprise ou autre, dans le cadre duquel je crée ma fondation, ou en tout cas mon initiative philanthropique, à mettre en regard évidemment avec, mais est-ce que ces passions-là correspondent à de réels besoins de société? Parce que le risque, c'est de se lancer dans quelque chose qui passionne, mais pour lequel finalement, soit il n'y a pas de besoin, soit les besoins sont déjà satisfaits par d'autres acteurs. Voilà, donc du coup, dans le cadre de... On avait des petites illustrations. Là, on a des exemples de philanthropes américains, voilà, pour lesquels parfois soit des valeurs politiques fortes, soit voilà, plus récemment Elon Musk a commencé à voilà, exprimer sa vision sur ce que devrait être la philanthropie, Carnegie qui était parmi les premiers à réfléchir à ces sujets-là, des illustrations autour d'acteurs américains pour lesquels, enfin de grands philanthropes américains, pour lesquels la dimension valeur valeur individuelle était forte, et avec une conception voilà, à la française de l'intérêt général. Et qui est monsieur à droite? Le monsieur à droite, c'est La Rochefoucauld. Ah, c'est La Rochefoucauld. Et Odon Vallée qui, voilà. Alors, comment est-ce que cette tension entre intérêt général, intérêt privé se discute dans la Fondation Carasso? Très, très intéressant, c'est que dans le livre, vous parlez de dimension instrumentale et de dimension expressive. Et nous, quand je présente la Fondation, souvent je dis que les deux axes, donc vous avez vu alimentation durable et art citoyen, il y avait un choix de raison
qui était finalement tout le passé Danone quand même, la nutrition, l'alimentation, nourrir le monde, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui finalement était une continuité dans l'histoire de la famille et du coup une évidence, mais à la limite qui aurait pu même être considérée comme une évidence de devoir de mémoire et avec quelque chose de bon. Et en fait, heureusement, c'est plus que ça, mais il y avait ce côté un peu instrumental, enfin pour reprendre l'expression. Et puis il y avait le choix de passion qui était valeur personnelle de Marina, de ses enfants, qui était cette passion pour les arts, la musique, etc. Et qu'il voulait absolument faire quelque chose dans les arts. Donc on retrouvait un peu avec des termes différents de ce couplage et qui, en termes de valeur, effectivement, représente bien peut-être presque deux cerveaux, les deux hémisphères différents pour entrer en philanthropie. Ensuite, dans les valeurs fondamentales, alors j'en ai oublié une, c'est Francis qui m'a, j'aurais dû, je bats ma coupe parce que j'aurais dû bien sûr la mettre, c'était le binationalisme. J'ai oublié de dire qu'on est une fondation binationale et que, effectivement, dans les valeurs de la famille, il y a tout l'héritage. Daniel Carasso est mort espagnol, on va dire, et Nina idem, ils avaient gardé leur nationalité. Ce qui n'est pas le cas de Marina. Mais donc, du coup, la valeur pays, si je puis dire, enfin, culturelle, était très forte. Et du coup, ça a conditionné. Il fallait qu'on soit en Espagne, ce qui n'est pas simple. Alors, certes, il y avait le montage qui lui-même venait d'Espagne, mais à la limite, ça aurait pu être qu'un montage financier. On s'en débarrasse et on fait toutes les actions en France. Donc, il a fallu rajouter cette contrainte de passion ou de mémoire supplémentaire dans le montage. Et ce qui n'a pas été la partie la plus simple. Ensuite, il y avait dans les valeurs aussi intrinsèques à la famille, c'était le fait qu'on devait être une fondation science-based, c'est-à-dire que la place donnée à la science, aux chercheurs, aux faits, à la donnée scientifique, était totalement dans l'ADN de Danone et de la famille. C'est-à-dire que Daniel Carasso, même si je précise encore une fois, on n'est rien à voir avec l'entreprise, hein, mais forcément l'histoire de l'entreprise est très liée sur ce système de valeurs. Donc Daniel Carasso a eu un bureau quasiment jusqu'à la veille de son décès chez BSN, puis enfin chez Danone, Gervais Danone, BSN, puis Danone de nouveau. Et sa grande passion, c'était le monde de la recherche. Et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il n'y avait pas un nouveau produit qui ne passait pas sous son palais et qui passait beaucoup de temps dans les laboratoires. En tous les cas, voilà. Donc du coup, et d'ailleurs, la première action de la Fondation Carasso, c'était un prix scientifique qui s'appelle le Prix Nobel Carasso pour rendre visibles donc, les chercheurs dans le monde qui travaillaient sur ces questions d'alimentation durable. Donc l'approche globale de l'alimentation avec des considérations environnementales, sociales, économiques et nutritionnelles. Et donc, du coup, il fallait également intégrer cette valeur très forte dans d'autres aspects, cadre logique, enfin les choix. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment socle chez nous. Après, le choix, entre guillemets, du professionnalisme, alors qui était peut-être dû aussi à l'ampleur des fonds transférés à la Fondation de France, déjà dans le choix de la Fondation de France, puisque effectivement, ils sont allés voir, on va dire, les professionnels du secteur, et puis dans le fait de vouloir recruter une équipe de personnes professionnelles. Et la manière dont on a construit ensuite l'équipe, c'est vrai que moi, je suis allée chercher principalement des experts dans les domaines, parce que moi, j'avoue, sans honte aucune, que je n'y connaissais absolument rien à l'alimentation durable. Et là, j'avais quelques petites notions dans certains domaines, mais pas grand-chose. Et donc, je me suis très vite entourée de gens qui savent faire, voilà, et maintenant, je coordonne tout ça. Et puis, bien sûr, les valeurs de la Fondation, qui sont les valeurs du couple. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on a, vous savez, le fameux MVV, hein, moi je venais du milieu du fundraising, alors donc on dit, allez hop, on applique le mission, vision, valeur, on y va. Donc on a travaillé là-dessus, et donc dans les valeurs, on est parti vraiment des valeurs du couple, et qu'on a fait évoluer, on y reviendra après, mais c'est pas compliqué, mais c'est un exercice de dire, bon, finalement, on prend des valeurs qui sont les valeurs d'un couple, et même pas du fondateur, de ce qu'étaient Daniel et Nina, et comment on les applique à une structure, à une organisation. Et ça, c'est aussi un challenge qui peut parfois, alors des tensions, je ne dirais pas ça, mais en tout cas qui peut créer des choses intéressantes. Voilà. Sur la question d'analyser les besoins sociaux en regard de ces valeurs et de ces aspirations, on va dire, expressives de la famille,
comment vous avez fait ce travail-là finalement d'aller-retour entre des envies et puis par ailleurs l'identification de besoins sur lesquels les fonds philanthropiques pouvaient avoir un impact? C'est une très bonne question. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, je suis arrivée à la Fondation en septembre 2011, donc la Fondation a été créée officiellement, la date de papier c'est janvier 2010, donc moi je pars de là pour, même si bien sûr toute la négo s'est faite en 2009, Daniel Carasso est mort en mai 2009, donc, vous voyez, donc voilà, mais la convention date de janvier 2010, c'est pour ça qu'on célèbre nos 10 ans, et quand je suis arrivée donc en septembre, Marina avait fait un travail avec une sorte de maïeuticien du monde, un peu de l'entreprise, qui en fait c'était une personne, je ne sais pas quel était son profil, sociologue ou anthropologue. Il arrivait quand même, il faut savoir qu'entre la famille et l'entreprise, c'était, enfin voilà, Daniel Carasso c'est quand même le fondateur de Danone, donc ils se sont entourés, voilà. Ils se sont d'abord entourés, effectivement, tu as raison. Il y avait un pied chez Danone aussi, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas sans carnet d'adresse non plus. Quoi. Oui, en fait, ce qui s'est... Voilà. Voilà, c'était des gens qui étaient quand même adossés à une entreprise, et donc ils avaient quand même en tête, et ils étaient entourés par des gens qui étaient de l'entreprise, et donc ils avaient dû recruter cette personne dans l'environnement de Danone, je pense. Alors, enfin, oui, alors la personne dont je parle de la brasserie, c'était effectivement un consultant dans l'environnement de Danone. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les fusions d'entreprises pour travailler sur le récit, en fait, comment recréer un récit dans des périodes de changement. La boîte s'appelait La Brasserie, je crois, j'ai oublié son nom, le nom du gars, mais bon, bref. Et donc il y a eu deux chemins. Il y a eu un chemin, même avant La Brasserie, où effectivement, et tu as raison de citer, comme ils étaient entourés dans cet écosystème, d'ailleurs le conseil d'administration, c'était la famille 6 personnes, et 6 personnels qualifiés, dans lesquels il y avait un cousin de Marina et que des amis de Daniel Carasso. Voilà, c'était ça. Voilà. Et donc, ils s'étaient entourés, ils avaient demandé le conseil d'une personne de Danone qui s'appelle Agnès Martin et qui avait travaillé beaucoup sur le prix de Danone pour la recherche, sur les instituts Danone, etc. Et donc, qui était devenu déjà un peu titillé, challengé là-dessus. Mais après, il y a eu ce gros travail de la brasserie où, en fait, à un moment donné, on s'est dit, bon, Marina, cette fondation, c'est la vôtre. Maintenant, il faut poser sur quoi vous voulez avancer. Voilà. Et donc, il a fait ce travail vraiment de maïeutique. Et quand je suis arrivée, c'était drôle parce que j'avais un document mais qui était vraiment épais comme ça. Mais au final, ça se résumait à l'époque à 2 mots. C'était le mot nutrition et le mot art. Voilà. Et au final, alors tout ça avec tout un travail d'univers, enfin, tout ce que vous imaginez, non pas d'intelligence collective, mais d'intelligence individuelle. Donc c'était important parce que ça a permis à Marina quand même de faire ce travail, de dire, bon, plutôt que de partir dans tous les sens, d'autant que la convention couvre tous les champs d'intérêt général, donc on pourrait faire tout ce qu'on veut, ça lui a permis de se dire, non, on va se recentrer sur ces 2 piliers. Et c'est à partir de ces 2 mots que, quand je suis arrivée, qu'on a construit, avec l'input de cette personne de Danone qui nous a dit, ne partez pas sur la nutrition, parce que la nutrition, c'est le champ de Danone, et pour le coup, vous risquez d'avoir une vraie confusion d'image, parce que l'idée, c'était de se démarquer aussi de l'entreprise quand même. C'est elle qui nous a dit très clairement, il y a une thématique qui monte, qui est totalement sous le radar, ça s'appelle l'alimentation durable, c'est les considérations environnementales, Marina s'est dit c'est super parce que mon père qui était un novateur, c'est vraiment un sujet qui lui aurait plu, et c'est comme ça que s'est construit le prix, Science Base, etc. Mais c'est venu de ce travail-là. Et sur l'art, c'est vraiment un travail qu'on a fait, moi j'étais toute seule à l'époque, donc j'ai commencé à réfléchir sur la stratégie alimentation durable et sur la stratégie art avec des consultants. Voilà, donc j'ai Jérôme Collère, pour ne pas le nommer, ça a été la première personne, on a commencé à... Mais au départ, c'était ces 2 mots-là. Et ça, c'était un travail important, puisque ça a permis de clarifier le périmètre quand même. Oui. Merci beaucoup, super. On passe du coup à une dimension suivante, qui est celle qu'on intitule dans l'ouvrage la dimension de style. Derrière le style, il y a 2 grandes questions. La première, c'est quel est mon rapport en tant que philanthrope à la dimension de visibilité. Et la deuxième, c'est quel est mon rapport à mes bénéficiaires et quel est le degré d'investissement ou d'engagement concret que je veux avoir dans ma philanthropie. Avec quelque part 2 extrêmes. D'un côté, l'extrême qui est réel, qui existe, qui est de certains philanthropes de dire je veux être absolument anonyme. Et il y a un exemple américain très
très intéressant en la matière, qui est Chuck Finney, qui est un des fondateurs, un des inventeurs du concept de duty-free shops dans les aéroports. Vous savez, là où on dépense toujours trop d'argent quand on perd du temps à l'aéroport. Donc lui, il a inventé ça avec des associés. Il a gagné beaucoup d'argent et il a très vite décidé que sa fortune était trop importante pour être utilisée par lui et ses enfants. Et donc il a créé une fondation qui s'appelle The Atlantic Philanthropies et qui pendant longtemps aux États-Unis a distribué d'énormes sommes d'argent, au total jusqu'à 8 milliards de dollars. Mais pendant tout un temps, il a réussi à le faire de manière totalement anonyme. À un moment donné, c'était compte tenu des enjeux financiers, ça a été difficile de rester anonyme. Mais donc il y a à l'extrême, on va dire, du prisme de la visibilité, certains qui souhaitent garder l'anonymat pour beaucoup de raisons, pour des raisons personnelles, pour des raisons de discrétion, parce qu'on n'a pas envie d'être trop sollicité, parce qu'on n'a pas envie de donner à voir la fortune qu'on a. Il peut y avoir plein de raisons derrière ce choix. Et puis à l'autre extrême, il y a, là on a les exemples de Bill Gates, Bill et Melinda Gates, Warren Buffett, ceux qui au contraire non seulement donnent dans leur nom, en ayant très envie à la fois d'être visible. Alors il y a souvent des questions d'ego, des questions de marketing personnel. Il y a aussi derrière la notion de visibilité l'envie de donner, d'encourager d'autres à donner, c'est-à-dire de mettre sur la table son visage pour que d'autres, là ça a été le cas autour du Giving Pledge, qui comportait ces trois personnes autour de l'idée de dire mais nous on donne, regardez, faites comme nous, donnez autant que nous. Donc cette question de la visibilité, elle est importante. Elle est importante en France dans un contexte où pendant longtemps les philanthropes ont cultivé une dimension de discrétion, héritée de valeurs chrétiennes, héritée d'une culture et d'un rapport à l'argent qui est moins plus honteux entre guillemets que ne peut l'être la culture protestante américaine. Mais du coup, ce sujet en tant que philanthrope, quel est le degré de visibilité que je veux avoir ou pas? Je donne mon nom à ma fondation ou je ne le donne pas? Est-ce que j'apparais dans des événements où je n'apparais pas? Est-ce que je parle dans les médias? Est-ce que je ne parle pas? Ce sont autant de questions que le philanthrope a besoin d'explorer pour pouvoir définir in fine un style de philanthropie. Et puis une deuxième, dans le contexte français, on a un exemple, Alexandre Mars, un certain nombre d'entre vous l'ont probablement croisé ou ont lu des choses ou ont entendu à la radio, dans les médias. On a un exemple d'un philanthrope qui a fait le choix d'une très forte visibilité autour de sa personne, probablement là aussi entre un mix de questions d'ego mais aussi une volonté de mettre le sujet de la philanthropie sur la table plus largement. Alors le style. Alors, il y a effectivement le niveau d'implication de la famille qui est important, puisque quand c'est une fondation familiale, et je vous ai dit en préambule que les Namias considéraient aussi que c'était un projet de famille pour souder, pour faire des choses ensemble. Après, il y a la réalité des engagements de chacun dans leur vie familiale. On est particulièrement chez les enfants des adultes qui ne sont plus de jeunes adultes, mais des adultes engagés dans la vie avec leurs propres enfants, leurs propres soucis, etc. Et puis l'éloignement géographique, donc c'est pas toujours facile. Ceci étant dit, c'est quand même, pour l'instant, en tous les cas, un niveau d'engagement fort, en particulier de la part de Marina Namias et de son époux, puisque, bien entendu, elle préside le comité exécutif, mais lui préside le comité financier, et Marina, depuis qu'on a embarqué dans nos histoires, préside également le comité Impact Investing. Et en dehors de ça, bien entendu, on a une commission déléguée également qui se réunit de manière mensuelle, et puis il y a tout l'entre-deux de participer à des choses, des événements, de venir à des sélections de projets. Par exemple, Marina assiste souvent à des jurys d'appel, etc. Donc ça, je pense que le niveau d'implication de la famille, si je mettais
côté certains petits problèmes de santé qui peuvent arriver dans toute famille, le niveau d'implication, en tous les cas, du couple fondateur est pour moi, je l'estime, très important, sans être, et ça c'est un choix, mais qui est un choix, je pense, qui est lié à leur style, sans être du tout dans le micromanagement. Moi, j'ai une chance extraordinaire d'avoir une autonomie, je pense que Dominique peut en témoigner, d'action, de gestion, de force de proposition qui est très grande. Je connais d'autres fondations familiales où c'est moins le cas, même s'il y a des équipes, il y a plus d'implication quasi au quotidien de la part des fondateurs. Et sans non plus de volonté d'être présent vis-à-vis des bénéficiaires de la fondation. Non. Et pas de philosophie de dire on va quelque part s'impliquer, conseiller, être présent dans... Même très hands-off. Ils essaient, bon c'est toujours pareil, tout le monde adore faire des visites de projet, on en propose, on essaie d'en organiser, etc. Et très souvent c'est la réalité du j'ai pas le temps, parce qu'ils ont des agendas aussi un peu compliqués comme souvent personne là. Et finalement, moi je me rends compte qu'ils voient relativement peu de projets. Alors qu'il faudrait qu'ils en voient plus, mais c'est pas l'envie qui manque, c'est plus voilà, la manière dont ça se passe. Voilà. Mais ce qui est dommage, parce que du coup, on perd cette relation, mais enfin, je pourrais en dire autant pour moi. Hein. Moi à un moment donné, on perd malheureusement souvent la relation au projet, et ce sont les équipes qui ont cette relation. Après, le rôle, donc, il y a enfin, j'en ai touché un mot, mais le rôle, en tout cas, la manière dont les choses s'articulent entre la gouvernance et l'équipe, je crois que là aussi, ça rejoint au système de valeurs. Là, les fondateurs ont souhaité là aussi que ce soit très transparent, professionnel en termes de gouvernance. Et donc, on a une gouvernance qui est le comité exécutif, donc l'équivalent du conseil d'administration, on va dire, l'équivalent d'un bureau qu'on appelle commission déléguée, 2 comités financiers, des comités d'experts, avec tout un chaînage dans la sélection, dans les processus de décision. On a un comité de direction également pour l'équipe. Donc tout ça, c'est posé, c'est clair, c'est transparent, et du coup, ça permet de savoir, chacun sait le rôle qu'il a finalement dans l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois confortable et qui peut créer aussi un certain nombre de tensions, parce que c'est très bien dit dans le livre, hein, finalement, quand c'est trop professionnel, vous pouvez perdre un peu la famille, hein, parfois, c'est un peu compliqué. Là, on l'a vu, le degré d'implication par rapport aux bénéficiaires, on vient d'en parler, donc c'est un degré qui est finalement très faible. Alors qu'il est faible de la part de la famille. Après, il se trouve qu'indirectement, nous, en tant qu'équipe, sur certains projets très stratégiques, importants, etc., on a des degrés d'implication vis-à-vis de nos bénéficiaires, donc des porteurs de projets, qui est plus ou moins grand. Hein. Au début, c'était assez intéressant, d'ailleurs, parce que moi, je venais du monde donc plutôt des ONG, pour faire court. Et c'est vrai que quand on passe du côté bailleur, on se dit, oh là, les ONG, elles savent faire très bien, on les laisse, on est là pour financer. Et puis, on se rend compte que des fois, c'est un peu plus compliqué, que les ONG elles-mêmes nous demandent, en fait, de les accompagner, etc. Donc, petit à petit, on est là pour... voilà. Donc, à certains, on a une gradation un petit peu différente, mais c'est vrai que c'est plutôt au niveau de l'équipe qu'au niveau de la famille. Et puis, alors, le point épineux, qui effectivement, par lequel tu as commencé, c'est la question de la visibilité et des enjeux derrière de communication, de rôle modèle, etc. Là, on est typique sur une famille discrète, qui n'aime pas la publicité, qui n'aime pas trop la communication. Marina est pourtant, moi je trouve, une oratrice humaine hors pair. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle fait toujours un tabac, mais elle n'aime pas ça. Et puis, ça fait. Alors, au-delà du style de l'individu qui n'aime pas, c'est vraiment un choix de la famille de dire modestie à tous les étages et qui est totalement dans leur système de valeurs, de la manière dont ils vivent. C'est pareil, c'est pas uniquement pour la fondation, ça fait partie de ce qu'ils sont. Donc, il faut l'accepter, il faut respecter. Alors, c'est vrai que Marina a beaucoup évolué ces 10 dernières années. C'est vrai maintenant, elle fait des choses qu'elle n'aurait pas faites il y a 10 ans, mais ça reste quand même. Et donc, il faut qu'on vive avec ça. Et du coup, en termes de rôle modèle, c'est plutôt à travers les actions que nous faisons, de parler comme ça devant vous, ou quand on parle sur ce qu'on fait en impact investing, ou ce qu'on parle dans différents sujets, qu'on essaie de promouvoir finalement ces modèles de philanthropie. Mais pas dans le modèle, regardez, moi j'ai donné de l'argent, je suis bien, faites comme moi. Ça, c'est pas du tout le style de la maison. Voilà. Et c'est pas toujours facile, y compris en termes de transparence totale, par exemple. On a 10 ans et c'est cette année qu'on va sortir notre premier rapport d'activité. Parce que c'était pas mûr avant. Voilà. Alors du coup, j'en profite sur un rapport d'impact aussi, comme ça je fais les deux d'un coup. Mais voilà. Oui,
Oui, donc c'est aussi une dimension qui peut éventuellement évoluer dans le temps avec la... Elle évolue, enfin, je pense que là aussi, Marina avance beaucoup sur beaucoup de sujets là-dessus, mais ils sont comme ça fait partie de leur mode, donc on ne peut pas non plus aller contre, donc il faut composer. Ce qui n'est pas facile entre un gros machin comme une fondation et puis une famille qui veut rester, voilà, donc c'est un peu de tension parfois. On passe à la dimension suivante qu'on intitule l'horizon temporel. Donc là, la question de l'horizon temporel, elle fait référence à deux grandes catégories de questions, qui est quand est-ce que je donne, c'est-à-dire est-ce que je décide de plutôt donner mes ressources maintenant versus je veux les donner sur une très grande durée. Et puis, donc là, c'est plutôt la question du rythme. Et puis, il y a la question aussi qui est, est-ce que, et à mettre en lien avec les problèmes sociaux auxquels on veut répondre, est-ce qu'il est plus important d'allouer beaucoup de ressources aux problèmes aujourd'hui versus on anticipe un problème qui va s'inscrire dans la durée, pour lequel des ressources distribuées sur la durée feraient plus de sens. Là, on a un exemple assez passionnant dans le contexte français, qui est la plus vieille fondation française, les Hospices de Beaune, créée en 1443, si mes souvenirs sont bons, par un couple qui étaient les argentiers du duc de Bourgogne, et qui avait décidé, du coup, d'allouer des terrains dans la région de Beaune, n'est-ce pas? Donc vous imaginez la qualité, notamment vinicole, des terrains, et en disant, eh bien, les ressources qui seront générées par les productions vinicoles de ces terrains seront allouées au fonctionnement de ces hospices, qui étaient donc un hôpital destiné aux personnes modestes et aux personnes fragiles. Jusqu'à aujourd'hui, cette fondation existe. Elle continue à produire des vins exceptionnels et à du coup générer des ressources au travers de la vente de ces vins pour les hospices, qui sont aujourd'hui gérés en partie par l'assistance publique, mais qui continuent à bénéficier de ces ressources privées au travers de la fondation. Donc là, on est dans une logique de perpétuité, avec, on espère, modulo les enjeux liés au changement climatique, que pendant quelques centaines d'années encore, cette fondation pourra perdurer. L'autre extrême, c'est le fameux Chuck Finney que j'évoquais tout à l'heure comme étant quelqu'un qui avait fait le choix de l'anonymat à un moment donné. Il a fait un autre choix assez engageant, qui a été de dire « je vais dépenser la totalité de mes ressources allouées à la philanthropie de mon vivant ». Aux États-Unis, on appelle ça « giving while living » ou « sunset giving », c'est-à-dire l'idée de dire « je veux, moi, donner une date à laquelle tous mes fonds philanthropiques seront déboursés ». Avec l'idée derrière de dire, et c'est ce que Chuck Finney explique, il considère que l'argent qu'il a, la fortune qu'il a constituée a été constituée au travers des ressources confiées par les générations actuelles, et il considère du coup légitime que, au travers de sa philanthropie, il puisse servir les générations actuelles. Et donc il a fermé sa fondation en 2016, si mes souvenirs sont bons, avec du coup une distribution de la totalité de ses ressources, c'était plusieurs milliards de dollars, comme j'évoquais tout à l'heure, à diverses causes, l'éducation, c'était une philanthropie plutôt progressiste, donc soutien aux minorités, soutien au développement de la démocratie, soutien aux quartiers en difficulté aux États-Unis. Et c'est intéressant pour ceux qui ont une connaissance du parent, on va dire, ou de la petite fille, fondation fille de cette très grosse fondation américaine, c'est FACT, French American Charitable Trust, qui était une fondation créée par Chuck Finney, mais confiée à ses enfants, dont une partie était basée en France, et les enfants ont fait le choix de développer la même philosophie que le papa, en disant on va nous aussi développer nos activités au travers de FACT jusqu'au moment où on va tout distribuer et fermer la fondation pour passer à autre chose. Voilà du coup cette question qui est plutôt l'idée de est-ce que je m'inscris dans la durée versus est-ce que je veux
de mon vivant distribué. C'est une question qui se pose à la fois au travers de voilà, l'envie que je peux avoir de traverser les siècles et que mon nom voilà, reste présent dans une logique de perpétuité, mais c'est aussi une question qui peut se poser vraiment au travers d'une réflexion sur quelles sont les causes auxquelles j'ai envie de m'attaquer et quels sont les besoins de ces causes. Est-ce qu'on est dans une logique, par exemple, si on prenait la lutte contre le sida, par exemple, compte tenu de l'évolution de la recherche, des traitements, etc., créer une fondation de lutte contre le sida dans une logique de perpétuité serait potentiellement contre-productif dans une logique où on pourrait se dire, au contraire, si on investissait massivement, ou en tout cas aujourd'hui, dans la poursuite des travaux de recherche, dans la poursuite de la mise en œuvre d'un certain nombre de traitements, on pourrait voilà, imaginer avoir un vrai impact définitif versus quelque chose dans la très grande durée où on peut espérer que finalement, à l'échéance de quelques dizaines ou centaines d'années, cette problématique-là en particulier aura déjà trouvé ses réponses et on se retrouverait du coup avec un véhicule caduc en la matière. Dans le véhicule, hein, le fond est potentiellement consomptible. Alors, je pense que... Consomptible, ça signifie que vous pouvez un jour avoir tout dépensé et fermé. Exactement. Ça, c'est la théorie. Ça m'est arrivé plus d'une fois de repréciser un petit peu tout ça. En particulier, effectivement, quand on a fait la refonte de notre stratégie, j'ai proposé, enfin en tout cas je testais de savoir si ce plan à 5 ans, puisqu'on a fait un plan, y compris budgétairement à 5 ans, on pouvait le faire évoluer financièrement. Et comme je vous l'ai dit, en fait aujourd'hui on est à 17 millions, alors que dans les bonnes années, notre portefeuille tourne autour de 15 millions, et puis parfois moins, parfois voilà, ça c'est les aléas, mais de toute façon on est à plus que le rendement du capital, donc potentiellement, mais bon, en même temps c'est l'épaisseur du trait, c'est pas ça qui m'empérille. Mais une fois, je me rappelle avoir discuté avec Marina en disant, mais finalement, si demain je vous apportais un projet qui change la donne, où il faille mettre, je sais pas moi, 20 millions sur la table tout de suite, est-ce que ce serait envisageable? Et elle m'a dit, mais totalement. Voilà. Donc, quelque part, il n'y a pas de stratégie derrière tout ça. Je n'ai pas un projet à 20 millions que je vais lui proposer demain. Mais voilà, de le savoir en disant peut-être qu'à un moment donné, sur nos enjeux, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se passer, qui vont faire que c'est quelque chose qui peut être tout à fait sur la table. Ça, c'est la première chose. Et concrètement, quelque part, on le fait un petit peu, même si on l'a pris en termes d'investissement. Il se trouve qu'on est sur un gros projet qui va immobiliser en gros 15 millions d'euros. Donc, quelque part, on est dans cette épure. Mais c'est pris au titre des investissements et non pas des subventions. C'est un projet immobilier qu'on a en Espagne, mais un projet social. Donc, on rentre au terme de l'impact investing, puisque c'est une espèce de lieu de visibilité de nos deux axes, à partir du principe économique du coworking, de la location d'espace, mais où il y aura beaucoup plus que ça, puisqu'il y aura vraiment des ateliers partagés, de cuisine, un potager, enfin, en tout cas un lieu vraiment. Et ce lieu-là, typiquement, même si c'est priorité des investissements, ça va nous rapporter tellement peu que finalement, on empiète quand même de 15 millions du capital sans générer le rendement qu'on aurait pu attendre pour générer ce dont on a besoin. Vous voyez, donc quelque part, avec cette Casa Carasso, qui est le nom de code pour l'instant, on est un peu quand même dans ce schéma-là. Alors autrement, par contre, ce qui a été défini de manière assez, on va dire, rapidement dans la manière d'opérer notre stratégie de financement, on est de toute façon sur des appuis à minimum moyen terme. Donc vraiment, le minimum chez nous, c'est plutôt 3 ans. Exceptionnellement, on a eu des fois sur 1 an pour des projets scolaires, mais en général, c'est un minimum de 3 ans, donc plutôt 3-5 ans. Et puis, on est maintenant sur un certain nombre de partenaires au-delà des 5 ans. Donc, on est sur des appuis, bon, dire moyens. Alors, est-ce que 5 ans, c'est du long terme? Je ne pense pas, mais peut-être dans le monde philanthropique, on peut dire que c'est du long terme. Et puis, le dernier point sur l'horizon temporel, c'est... alors, c'est en même temps stratégique, mais c'est de se dire que la dotation a pour vocation effectivement de faire durer la fondation le plus longtemps possible, mais pas au détriment de la cohérence. Ça veut dire que si on voulait dire, il faut que, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, que la dotation crache
pour qu'on puisse allouer beaucoup de subventions, on pourrait avoir une stratégie très agressive, et y compris là où on fait du rendement et dans des secteurs qui ne nous plairaient peut-être pas totalement en termes de cohérence. Donc on a fait un énorme travail et qu'on a revitalisé dans le cadre de la réflexion stratégique la récente sur la cohérence de notre dotation. Et si je vous parlais d'un rapport d'impact, c'est que maintenant on a des choses à raconter justement sur cette mise en cohérence, mais qui du coup de facto peut potentiellement avoir une performance peut-être un petit peu moindre. Et encore, je ne suis pas persuadée, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en investissant bien. Mais en tout cas, on est quand même sur ce périmètre un peu plus flou et qui est quand même très lié aussi à cette idée de temporalité. Last but not least, la dimension du cadre logique. La dimension du cadre logique, c'est celle qui s'intéresse vraiment à la question de comment est-ce que les euros que je vais donner vont avoir un impact social direct sur le monde. Avec du coup 3 grandes catégories de réflexion. La première, c'est d'abord à qui je donne. Est-ce que je choisis de donner à des universités? On avait l'exemple de Odon Vallée qui est donc une personne qui a fait le choix de soutenir l'accès aux études supérieures pour des personnes, des jeunes issus de milieux modestes, notamment issus du Vietnam et du Bénin, c'est ça. Et donc il a fait le choix de donner des bourses. Il donne des bourses à des gens. C'est un choix. Un autre choix aurait pu être de dire je vais financer des écoles. Parce que je considère que voilà, l'échelle école est le lieu où cette activité-là où mon impact peut être le plus grand. Une autre modalité de don aurait pu être de financer de la recherche, en disant je vais financer des travaux de recherche sur la pédagogie et sur la meilleure manière d'accompagner des élèves qui ont pu avoir à un moment donné des lacunes en matière scolaire. Il aurait pu aussi faire le choix de financer, par exemple, des associations professionnelles ou en tout cas des réseaux, des lieux où se retrouvent plutôt des acteurs de l'écosystème de l'égalité des chances pour renforcer cet écosystème et au travers de ce renforcement, professionnel, quelque part soutenir le développement du secteur. Donc, à qui est-ce que je donne mon argent? Des individus, des organisations de terrain, plutôt des dynamiques des chercheurs, des institutions académiques, des organisations professionnelles. Ce sont autant d'options possibles, toutes aussi potentiellement pertinentes les unes et les autres, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc la question, elle est vraiment de réfléchir à, compte tenu de mes objectifs définis notamment dans la réflexion autour de la valeur et de la notion d'impact social que je veux avoir. La deuxième réflexion, cette réflexion autour du cadre logique, elle est vraiment de se dire, compte tenu de cet impact, quel est le vecteur par lequel finalement cet effet sera le plus grand. La deuxième nature de réflexion qu'on appelle ici le type d'activité, et elle se pose notamment quand on choisit de donner des sous à des organisations. Il y a plusieurs manières de faire, et là Carasso donne aussi est assez exemplaire dans l'utilisation des différents outils. On peut choisir de faire des subventions uniquement fléchées sur des projets. On peut faire le choix de faire des appels à projets pour faire remonter des idées proposées par d'autres. On peut faire le choix de soutenir plutôt ce qu'on va appeler en anglais capacity building, donc renforcer les compétences des organisations en tant que telles. Donc on va plutôt financer des frais de fonctionnement ou du financement d'infrastructures dans ces organisations. Donc là aussi, il y a pas mal d'options possibles pour lesquelles il est important de se poser la question de où est-ce que, compte tenu des objectifs que je me fixe, quelle est finalement la manière qui permettra d'avoir un impact le plus fort. Et puis la dernière réflexion, elle est autour du changement d'échelle, et donc une réflexion autour de, si j'ai envie vraiment de rentrer dans une réflexion sur la maximisation de mon don, comment est-ce que je peux
voilà, réfléchir à des stratégies d'accompagnement de changement d'échelle. Donc comment est-ce que je vais éventuellement voilà, cibler des organisations une fois qu'elles ont déjà atteint un certain seuil de réalisation pour pouvoir les accompagner dans la croissance, ou d'autres types de stratégies qu'on a pu voir chez des acteurs comme par exemple Ashoka ou autres. Sur ce sujet-là, alors oui, je passe rapidement mes photos. Alors, nous on part. Alors, je vous raconte plutôt la manière dont je le relie avec dans l'optique de la nouvelle stratégie, parce que c'est vrai que bon, on a un petit peu évolué, y compris sur notre cadre logique finalement, puisque on parle de ça. Alors, ce qui est quand même important, c'est que nous on a assez vite travailler sur la question de nos théories du changement, parce que c'est vrai que comme on a nos deux piliers, art citoyen, alimentation durable, on n'est pas tout à fait dans le même cadre, mais en tous les cas, comme je le disais souvent quand j'ai dit à Anne-Claire quand on préparait, c'est vrai dans cette réflexion sur la stratégie et le cadre proposé par Franklin, il y a à la fois le cadre un petit peu organisationnel de la philanthropie, qui est une stratégie en soi, et puis il y a dans chacun de nos axes ou des thèmes qui a sa propre stratégie, la manière dont on va stratégiquement déployer et identifier, que ce soit les bénéficiaires ou la manière dont on veut avoir un impact sur le besoin sociétal identifié. Donc c'est des stratégies sous une grande stratégie qui serait le cadre logique. Et donc, du coup, on a pas mal travaillé, enfin, on a beaucoup travaillé sur ces questions de théorie de changement et de chaîne de changement, et de savoir finalement quel était le périmètre, une fois qu'on a dit alimentation durable et art citoyen, dans quel périmètre on œuvrait en fonction des besoins, des chaînes de changement pour y arriver, et puis des choix que nous affirmons. Parce que le problème de ces méthodologies de théorie de changement, c'est que vous ouvrez, ok, très bien, et on fait comment? Il faut refermer. Et ça, c'est vous avez tous vos experts en plus s'en mêlent et vous disent qu'il faudrait faire ci, faire ça. Et à un moment donné, il y a, moi c'est ce que j'ai dit aux équipes, hein, vous êtes subjectif, il faut y aller, il faut fermer et il faut faire des choix. Donc ça, c'est des choses qui sont parfois assez compliquées et qui sont dans le périmètre de j'ai un problème et comment je vais y répondre, enfin, de différentes manières. Et en dessous de ça, en termes il faut répondre un peu à la question du est-ce que je vais sur des individus, des structures, des réseaux, etc. Nous, on a travaillé avec un petit outil simple que j'appelle Triangle d'impact. Et j'ai dit aux équipes quand on a fait la refonte de la stratégie, finalement, si on veut changer une problématique sociale, et je sais que la Fondation Trans l'a beaucoup éprouvé, il faut finalement voir un peu l'étendue du problème, mais également tous les types d'acteurs et les types d'interactions. Et on ne peut pas, si on cible que sur un certain type d'acteurs, on risque de rater un certain nombre de choses et peut-être d'avoir moins d'impact. En même temps, tout le monde ne peut pas tout faire et on peut très bien décider de se spécialiser. Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est que par rapport à chaque enjeu de société lié à nos deux axes, de demander aux équipes de dire, vous réfléchissez finalement à partir de 3 dimensions. La dimension action, qui est je vais dire, le cœur un peu du réacteur d'une fondation, c'est-à-dire de soutenir des opérateurs de terrain qui proposent, soit qui expérimentent, soit qui sont en changement d'échelle, mais en tout cas qui sont des opérateurs. Et vous les accompagnez avec tout ce que tu as cité, c'est-à-dire, on va y revenir, l'offre Carasso, c'est-à-dire tout un certain nombre de choses au-delà du financement. Bon, ça, c'est ce qu'on a appelé l'action. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la réflexion, c'est-à-dire l'état de l'art de la recherche, mais également de rester en permanence en veille, c'est-à-dire en tant que professionnel d'une fondation, d'être dans des réseaux, de se documenter, de lire, de lancer des études pour éventuellement affiner, d'être à l'écoute des experts, donc un pôle plutôt réflexif. Et ensuite, un pôle qui était nouveau pour nous parce qu'on avait, il a fallu d'abord qu'on travaille avant d'avoir des choses à dire, un pôle diffusion, c'est-à-dire une fois qu'on a fait tout ça, pour qui, pourquoi? C'est-à-dire comment on capitalise, quelles sont nos cibles, comment on le diffuse, quels sont nos outils de communication. Et c'est l'ensemble de ces 3 pôles qu'on active en même temps, enfin en tout cas dans un programme, on va dire, qui peut permettre éventuellement de dire on peut avoir de l'impact. Voilà, donc c'est ça. On retrouve un peu et donc du coup, on a dans la nouvelle stratégie, on l'a expérimenté, enfin on est en train d'expérimenter ce triangle, en particulier dans une nouvelle méthode de travail que nous inaugurons, qui est une méthode plutôt programme, où on devient quasi-opérateur. On est toujours bailleur, mais on est quasi-opérateur, puisqu'on a, alors toujours en partenariat, en l'occurrence on a un gros programme avec AgroParisTech et un autre avec l'Académie de Versailles sur le Polar, et ces programmes ont été, l'ingénierie a été co-construite avec notre partenaire,
Et ensuite, il y a derrière tout un système comment dire, de périmètre lié à ce triangle d'impact, mais tout est pensé en même temps, y compris bien sûr l'évaluation qui est au cœur de tout ça. Donc ça, c'est notre nouvelle méthode de travail qu'on est en train d'expérimenter. En se disant, c'est en activant, et donc ça rejoint ta question de dire, c'est-à-dire qu'on va soutenir, alors là, a priori, il n'y a pas d'individus, mais il pourrait, des individus, des organisations, de la recherche, des think tanks, des prospectivistes, un petit peu de, pardonnez-moi, je n'ai pas dit mot, de plaidoyer, du changement d'échelle, de l'expérimentation, voilà, c'est un peu tout, mais sur une problématique donnée. Par exemple, on a tout un programme autour de l'éducation artistique et culturelle. On a d'autres sur toute la problématique de les systèmes alimentaires territoriaux, donc la gouvernance alimentaire territoriale, etc. Et on fonctionne comme ça. Donc si on vient peut-être... donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer le théorie de changement et triangle d'impact qui est notre cadre logique à nous finalement. On est bien, pour répondre un petit peu à tous les trucs, de l'expérimentation au changement d'échelle. On est même avec l'idée finalement de nourrir le terreau qui va permettre aussi l'expérimentation. Donc là, actuellement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille à partir d'études qu'on a commandées sur le champ de l'économie sociale et solidaire, qu'on ne peut pas forcément aider en direct quand les structures ne sont pas éligibles au mécénat, mais on se dit comment on peut aider à structurer, à faire émerger finalement même les stades d'expérimentation. Donc ça peut être de l'accompagnement d'incubateurs, ça peut être créer un fonds d'amorçage, etc. Et puis on est en train de développer, de renforcer plutôt, puisqu'on l'a toujours fait, ce qu'on appelle l'offre Carasso, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre autour d'un projet, au-delà du financement, qui va effectivement d'accompagnement stratégique, de l'accompagnement structurel, la mise en réseau, les conférences. Là, demain, on a un nouveau produit, si je puis dire, qui est tout simplement un séminaire d'accueil, où on accueille tous les nouveaux projets pour leur à la fois raconter la Fondation Carasso, ce qu'on attend d'eux, etc., puis un temps de travail. Et là, typiquement, vendredi, c'est sur les nouvelles promotions alimentation durable, et ils vont travailler sur le partage et la mise en commun de ressources à travers d'un outil, etc. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait. Et puis, bon, j'en ai parlé, bien entendu, ça fait partie pour moi aussi du cadre logique, c'est la cohérence don-investissement avec cette idée de continuum, si possible, entre des structures qu'on aide par nos dons et qu'on aide ensuite par l'investissement. On a créé un fonds dédié en alimentation durable avec un partenaire financier suisse, avec cette idée justement de dire voilà comment certains de nos lauréats Carasso qu'on accompagne dans le changement d'échelle, à un moment donné, on peut aussi investir dans leur entreprise. Super. Je propose qu'on arrête là pour cette première phase et puis qu'on passe plutôt à la dimension de questions. Arthur, je te laisse Merci à vous. Je te relaisse là. Effectivement, c'était très riche. On a fait le choix de filer un peu les 5 dimensions avec des exemples. Moi, j'avais des questions, mais je préfère laisser la parole à vous. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à vous présenter juste votre nom, et puis adresser votre question, soit à Marie-Stéphane, soit à Niclair. On a à peu près encore 20 minutes. Donc, voilà. The floor is yours, si vous avez des questions. C'est le moment. La première est sur le On a endormi tout le monde. Bonjour, Charlotte Jonchère, déléguée générale de la Fondation L'Occitane. Question pour Carasso. Quand et pourquoi vous êtes venu de refonder la station? Alors, le quand, c'est à peu près 2017. Le pourquoi, il y a 6 ans après la création. Ouais, voilà. Et sachant qu'on est vraiment opérationnel depuis 2012, hein, puisque moi je suis arrivée en septembre 2011, donc vraiment le programme établi c'était 2012. En fait, le pourquoi, il est multiple. Alors, très clairement sur l'alimentation durable, le panorama avait changé à une vitesse incroyable, c'est-à-dire que autant l'expression alimentation durable n'existait quasiment pas ni dans les médias, ni dans en 2010-2011. Autant 5 ans après, vous ouvrez n'importe quel magazine, documentaire télé, les consommateurs, enfin voilà, les choses avaient beaucoup bougé. Donc il fallait se poser la question de savoir si on était toujours au bon endroit sur ces questions-là. Et après, il y avait des raisons très internes, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, la Fondation, il y a 2 axes et il y a 2 pays. Et en fait, ça ne se parle pas beaucoup. Ça ne se parlait pas bien. Même au sein de la manière dont l'Axe avait grandi, même alimentation durable, chacun avait son portefeuille. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de cohérence et d'interaction.
Donc il était temps d'avoir une approche, avant qu'on soit trop gros, d'avoir une approche un peu plus matricielle, ouverte et avec une vraie cohérence globale sur les pays, mais avec des chemins d'action différents. Parce qu'au départ, ce qu'on s'était dit, c'est on crée une stratégie, puis hop, on adapte. Et en fait, on s'est rendu compte, quand vous êtes dans un autre pays, que ce n'est pas du tout ça. Donc en fait, on a vraiment un chapeau un peu commun, très générique, mais on a vraiment fait des chemins particuliers par pays. Et donc c'est dans le cadre de la nouvelle stratégie aussi qu'on a revu tout ça. Global, je pense que ça prend de plus en plus de place dans la littérature et dans le fait qu'on en parle, y compris dans les lieux un peu de pensée autour de ça. Après, dans les faits, je pense que, vous pourrez compléter, je pense que déjà la philanthropie française, il n'y a pas des fonds disponibles de dotation si importants. Donc déjà, il faut relativiser le potentiel d'impact investing. Et après, dans les fondations qui se sont réellement lancées, la Fondation de France vient de lancer son fonds, mais finalement, ça date de cette année. Donc, alors que ils sont champions dans bien des domaines, et là, c'est un démarrage. Donc, il n'y a pas tant de fondations, je pense. Alors, si je prends uniquement les fondations, on va dire familiales ou assimilées, philanthropiques. Après, il y a des entreprises qui ont des fonds impact. Enfin, voilà, il y a d'autres fonds impact. Je parle là, uniquement de ma petite niche fondation. Et à la Fondation Carasso, alors, ça représente aujourd'hui... L'objectif dans la nouvelle stratégie, c'est d'atteindre 15% du portefeuille avec 3 poches. Une poche directement liée au changement climatique, puisque nous avons signé en 2015 le pledge d'Ivest Invest. Donc déjà, on avait mis en cohérence pour n'avoir aucun investissement carboné dans le portefeuille. Alors peut-être, excusez-moi, avant de parler des 15%, je voudrais simplement dire que dans la stratégie globale, on vise sur l'intégralité du portefeuille 90% de nos placements en ISR++. Je dis plus, pourquoi? Parce qu'on a une charte des investissements avec un certain nombre de contraintes, dont Divest Invest. On a des exclusions. On fait, quand on choisit des gestionnaires, on passe en revue de savoir s'ils ont vraiment des équipes dédiées sur ces critères ISR, s'ils font du reporting, etc. Donc on essaie d'avoir une qualité également dans le choix qui est cohérente. Et pourquoi 10%? Parce que vous avez du monétaire et puis vous avez des fois des fonds de fonds auxquels vous n'avez pas de prise. Bon, ceci étant dit, pour avoir fait une réunion justement ce matin sur ce sujet, dans le rapport d'impact, on ne pourra pas faire un rapport d'impact sur les 90% parce que tout le monde, il y a des produits financiers sur lesquels vous ne pouvez pas vraiment remonter de l'information d'impact. Mais bon, en gros, en tout cas, on vise 90%. Donc sur les totalités des 100, donc 15% plus directement impact. Donc 3 poches, une poche changement climatique, une poche on a pris l'appellation américaine, donc un peu machin, qu'on appelait MRI, donc Mission Related Investment. En gros, c'est quoi? On prend le périmètre global de la philanthropie et on choisit des investissements qui font sens sur le plan social, alimentation pour nous, mais qui, comme la première poche, qui est quand même Finance First. C'est quand même des poches avec un impact certain, environnemental ou plus social pour la deuxième, mais quand même avec un retour financier. Je prendrai un exemple qui est un peu connu sur la place. On a investi dans Hémisphère, qui est ce fonds immobilier qui accueille des personnes qui sont placées dans les hôtels, qui sont à la rue, que l'État place et donc c'est un modèle alternatif à l'hôtel, avec un accompagnement d'insertion des personnes, mais avec une espérance de rendement qui est tout à fait correcte. Dans la poche environnementale, on est sur des fonds infrastructures, on est dans aussi Alter Equity, que peut-être certains connaissent, etc. Et puis on a une poche de 3%, donc 6%, et une poche de 3% qui, elle, est Social First, où là, on va plutôt primer l'impact social et la rentabilité moindre. Et là, on a ce fonds, donc CADIA, qui est dédié à l'alimentation durable, qui est un fonds potentiellement de 5 millions d'euros. On a investi, alors ça c'est une première pour la Fondation de France et pour nous, puisqu'on a pris une part de participation directe dans une entreprise qui est la filiale éducative d'Arte France, sur une plateforme pédagogique. Et puis on a investi, alors le premier fonds qu'on a fait c'est Fitrust, bon ça c'est le grand classique, voilà. Donc ça représente 15%, donc peu ou prou 70 millions d'euros à terme quand tout sera déployé. Parce que là on n'a pas tout déployé, on a 5 ans pour le faire. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions aux intervenantes? Moi, j'avais peut-être une question sur revenir rapidement avec l'exemple de Marie-Stéphane à la Fondation Carasso, sur cette question de fit, de mise en cohérence des 5 dimensions. On en parle un peu dans le livre. C'est plus une démarche, en fait, après avoir répondu aux 5 dimensions, c'est de voir comment elles dialoguent entre elles. Je ne sais pas si Anne-Claire, tu veux éventuellement revenir là-dessus, ou Marie-Stéphane. Comment est-ce qu'on fait en fait globalement pour se dire ah oui ça c'est cohérent et ça c'est pas cohérent? Enfin comment vous y prenez en pratique pour répondre à cette question de la mise en musique de tout ça?
peut-être, Oui, vas-y, pardon, vas-y. non, non, juste deux mots, c'est effectivement ce que j'évoquais en début de séance. L'intérêt de ce modèle, il est d'abord de se poser les bonnes questions et de lister l'ensemble des questions qu'il est important de se poser. Le parti pris de Fromkin était de dire, donc l'enjeu c'est d'arriver à mettre en cohérence la réponse aux questions. L'idée c'est effectivement de se dire, bon ben si mon objectif en termes de style est d'être très visible, de pouvoir avoir une forme d'impact au travers même du nom que je vais donner à ma fondation, de la nature des engagements, ça va potentiellement avoir une incidence sur, par exemple, certains choix que je peux faire en termes de véhicules. Je vais peut-être pas choisir des véhicules qui sont des véhicules collectifs, qui pourraient être des fondations dans lesquelles on va se retrouver entre philanthropes nombreux. On peut avoir envie du coup de créer sa propre fondation à laquelle on va du coup donner son propre nom. On peut avoir du coup un enjeu autour de donner fortement de son vivant parce que c'est le moment où on va pouvoir entre guillemets bénéficier de cette visibilité-là, où on peut au contraire répondre en disant je veux être immortel et donc utiliser ma fondation dans une logique pérenne. Bref, vous voyez un peu l'idée qui est de dire on est bien du coup dans des interactions et dans des réponses entre des réponses apportées, enfin un dialogue entre les réponses apportées à chacune des dimensions. Encore une fois, il n'y a pas une bonne équation à suivre, on est bien dans l'objectif d'essayer de globalement tracer un chemin qui permet d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, qui est dans l'absolu la définition d'une stratégie. Non, c'est une question compliquée parce que c'est pas un outil de pilotage. Donc, un outil de pilotage, on pourrait se poser les questions de tiens, est-ce que ça se croise, là, c'est un outil de cadrage qui peut être utile, surtout au démarrage. Moi, je me rends compte que, pareil, même dans ma nouvelle stratégie, même si je n'ai pas utilisé cet outil, je me suis reposée systématiquement. On a retravaillé sur la valeur. Alors, on n'a pas retravaillé sur le véhicule parce qu'il nous convenait bien. Mais on a retravaillé sur un certain nombre de choses où on s'est posé ou pas des questions. Mais, donc, du coup, l'interaction, j'ai envie de dire, c'est surtout au début, j'imagine, dans le cadrage, qu'il faut voir si tout a une cohérence au moins théorique. Et puis peut-être affiner ça. Là, au stade où nous, on en est, tout est dans tout. C'est un peu ce que je disais aussi. Il y a des cases qui sont poreuses. Et je pense que s'il y avait des choses qui étaient incohérentes, c'est pas parce que je repasserais par ces cases-là, on me dirait, tiens, c'est incohérent. Ça viendrait d'une manière ou d'une autre. La question du véhicule est intéressante. C'est vrai qu'on aurait pu se demander, on se l'est posé d'ailleurs, qu'est-ce que potentiellement la FRUP pourrait nous apporter de plus par contraste de moins aussi, par rapport à notre projet philanthropique. Si vraiment la FRUP avait permis, je ne sais pas moi, un bond dans un domaine de nous délier d'une grosse contrainte, peut-être que là on se serait posé la question du véhicule. Tant qu'on arrive à faire notre business et que tout se passe bien avec la Fondation de France, qu'on est content d'être là et qu'on a tout ce qu'il faut, on ne se repose pas la question du véhicule. Voilà, donc c'est... Oui. Bonjour, il y a une marque, je travaille pour le Philanthrope, qui est notre premier lieu dédié à la philanthropie pour l'utilisateur qui roule dans les prochaines semaines. Moi, j'ai une question pour Marie-Stéphane sur quelle pourrait être la place du collectif dans ces sujets de philanthropie stratégique. Je pense que ça tient tant au volet cadrologique, mais également au style, puisqu'en termes de visibilité de communication, c'est un peu différent. Je sais que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez. Voilà, je me dis aussi dans une stratégie d'impact systémique et d'engagement à long terme, quelle peut être la place du collectif et de la collaboration entre différentes fondations et différents acteurs pour avoir une approche mutualisée des sujets. C'est une très bonne question. Mais là, moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on bute entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, on a beaucoup travaillé sur ces questions avec Dominique, on a fait des présentations là-dessus. C'est vrai qu'en théorie, moi, je crois que c'est vraiment l'avenir. Parce que c'est vrai que, et quand je dis collectif, c'est pas que collectif fondation. C'est d'une manière générale pour traiter les grands enjeux de société. C'est pas la petite philanthropie dans son coin, ni les contraintes du public, ni les intérêts particuliers du privé, mais c'est à un moment donné, il faut trouver un terrain, et ça c'est la théorie, et c'est vrai qu'on a, au niveau de la philanthropie, on a eu quelques expériences, le Fonds du 11 janvier en a été une, l'Alliance pour l'éducation de l'Amicale en a été une autre, donc il y a eu des tentatives et des choses intéressantes qui sont faites, mais Dieu que c'est compliqué. C'est vraiment, je ne pensais pas que ce serait si compliqué que ça.
franchement. Moi, j'ai été parfois dans des systèmes complexes. Quand on est en ONG, finalement, à un moment donné, il faut mettre autour de la table beaucoup de monde. Mais quand on est dans la posture du bailleur, je pense que c'est plus compliqué parce que... Et peut-être que c'est lié à ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est lié, si je mets de côté... si je parle pour une fondation plus individuelle, familiale, enfin, t'es ça, toi, qui en aussi au quotidien, peut-être qu'il y a tellement aussi je sais pas, d'affect, j'en sais rien, qu'à un moment donné, parce que le collectif, il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut abandonner beaucoup de choses. L'enjeu collectif est supérieur à la somme des particularités. Et ben, c'est pas facile, ouais, c'est mon argent, c'est voilà. Puis moi j'ai ces programmes-là, et puis je fais les choses comme ça. Donc je trouve qu'on va continuer à marteler, mais. Oui, mais le 11 janvier, bon, le point d'arrivée est super, mais ça a été compliqué. Hein. Je voudrais juste, Ouais. comme tu m'as Oui. donc Tessa Berton, qui est déléguée générale d'un esprit de famille. Nous, justement, c'est une vraie question au sein d'un esprit de famille, donc ça regroupe une centaine de fondations familiales. Et on a réussi, à petite échelle, mais à réunir un certain nombre de fondations sur le thème de l'éducation et à se mettre d'accord pour sourcer des associations avec un cahier des charges et en choisir une qu'on va soutenir pendant 2-3 ans. Et le processus va continuer puisqu'on a sélectionné une seconde. Donc c'est des petits... Oui. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est très dur. Mais les associations ont aussi beaucoup de mal à travailler ensemble. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que la fondation, justement, comme elle est assez neutre et tout ça, je trouve que c'est vraiment à nous de faire l'effort d'essayer déjà de travailler entre nous, mais de faire travailler ensemble les associations, les pouvoirs publics, enfin, et c'est vraiment un des rôles des fondations, je trouve qui est assez essentiel pour les années à venir de ce travail. Une réaction, question de Dominique Lemay. En fait, cette question du collectif, elle se résout pas uniquement à se mettre autour de la table et avoir un objet commun et de tout décider ensemble, etc. On est tout le temps dans du collectif dans les fondations. Si on attaque un sujet social, on n'est jamais tout seul. Donc en fait, il y a toujours la notion de où est-ce qu'on se met par rapport à qui fait quoi autour. Enfin, c'est pas. On vit là-dedans tout le temps, on l'identifie pas toujours, mais en tout cas, si on attaque un sujet un peu sérieusement, on passe sa vie à regarder qui sont les parties prenantes autour et comment on se met en complémentarité ou en résonance. Mais c'est plus souple et plus, comment dire, et plus multi-polaire que ça, en fait. Et le consortium qui consiste à mettre tout le monde autour de la table pour faire la même chose au même moment, oui, pourquoi pas de temps en temps, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Ça peut prendre beaucoup d'énergie. Hein. Ouais. On a vécu une expérience avec Marie-Stéphane qui en a fait beaucoup, qui a produit des choses intéressantes, à l'aujourd'hui pour ne pas le nommer, mais qui a quand même été, en temps passé, en énergie, etc., extrêmement chronophage. Alors, voilà, moi je suis très contente d'avoir fait cette expérience pour finir, mais je veux dire que j'ai testé un peu d'une voix. Et en tout cas, on ne pourrait pas faire tout comme ça. Et sinon, on n'a qu'à revenir à l'impôt obligatoire. Quand il y a un moment, c'est aussi l'expression de la diversité et du pluralisme, les fondations. Et on en revient à la question de la stratégie en tant que telle, c'est-à-dire que si c'est le collectif pour le collectif, sans savoir pour quel objectif in fine, ça peut être totalement contre-productif. Francis. Et puis dans ces mécaniques qui sont des mécaniques de collectif, c'est comme dans beaucoup de choses dans la philanthropie, il faut investir. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe. Ça ne se fait pas comme ça en réunion des 3 ou 5 directeurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le projet, le suive, fasse les appels à projets ou les enquêtes, etc. Donc ça veut dire que le développement de la philanthropie par le collectif, là aussi, nécessite de l'investissement. On n'a pas beaucoup parlé de tout l'investissement nécessaire en backup pour développer la philanthropie elle-même, pas les projets de la philanthropie. Et ça, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Et ce que vous faites dans la chaire, et la recherche et l'enseignement sont fondamentales, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais cette question d'avoir des fonds quelque part qui sont dédiés à l'impact, au capacity building, au développement de la philanthropie, est quelque chose qui est très peu pris en compte par les fondations. Dans le contexte français, c'est très vrai. Là où on est aux États-Unis, dans un contexte où il n'y a pas une université sans un centre de recherche sur la philanthropie, des cours, des lieux de réflexion, des think tanks, etc. Je peux juste, alors moi je suis Elisabeth Terrien, je suis présidente de la fondation CAGED, qui est une fondation familiale, et je fais partie du fameux groupe éducation d'un esprit de famille. Et juste une petite remarque, c'est que pour nous, on fait beaucoup de choses en collectif,
parce qu'on est une petite fondation et donc on n'a pas les reins assez solides pour soutenir. Puis je pense que c'est pas bon pour les projets en plus d'être les seuls bailleurs sur un truc. Donc je vais chercher, entre autres, on est une fondation de flux, donc on va chercher des fonds extérieurs pour nous aider à soutenir les projets qu'on développe. Et ça, ça demande dans un projet collectif aussi la capacité de reconnaître ce que l'autre peut apporter en fait, et de ne pas se croire le seul. Chacun au Cercle Weber, on a tous des capacités différentes, on n'est pas forcé de donner ensemble au même moment. À partir du moment où, à un moment donné, on se met d'accord sur un calendrier, mais on est. Nous, par exemple, on a soutenu le premier projet. J'ai pas, pour des raisons de calendrier, pu participer à la sélection du deuxième projet. Je connais très très bien l'association qui a été soutenue, mais je ne vais pas la soutenir financièrement. Par contre, je vais peut-être l'aider, ouvrir mon calendrier, enfin mon carnet d'adresse, par contre, et voilà. C'est juste d'être souple aussi dans la. Il y a différentes manières de contribuer et d'aider un projet à émerger. Très bien. Est-ce que peut-être pour terminer, ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est que ces réflexions, c'est intéressant de les avoir en dialogue avec les associations et les bénéficiaires, parce que parfois il y a des besoins qui sont supposés, mais qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Et une des choses aussi qu'on essaye de dire dans le livre, c'est que les choix qui sont faits sur ces 5 dimensions doivent être aussi basés sur des conversations, honest conversations, comme on dit en anglais, avec les acteurs du secteur, des secteurs qu'on soutient. Parce que parfois, les besoins réels sont peut-être plus complexes ou pas verbalisés de la manière qu'on peut les imaginer la première fois. Je vois qu'il est 14 h, donc je vais peut-être clore la session en vous remerciant tous d'être venus et d'avoir participé. Merci encore à mes Merci. Merci. Si vous souhaitez aller plus loin dans la lecture du livre, notre libraire est là. Dédicace. Et nous, on les dédicace. Voilà. Vous pouvez acheter le livre payé par carte bancaire, c'est possible.